Immédiatement après l'annonce du décès de Françoise Colin, je me suis promise de réunir les textes qu'elle avait prononcés au Québec et un à Ottawa. C'était la manière de la garder vivante et pensante. Depuis des années, chaque fois que je la rencontrais à Paris, il était question de l'édition de ces multiples textes dans plusieurs livres à publier. Accompagnée de l'ombre toujours vivante d'Hélène Rouche, qui en a été tant demandeuse longtemps pour la bibliothèque du féminisme, je me suis lancée avec la complicité des éditions du Remue-Ménage, et en particulier de Rachel Bédard, et avec l'aide d'une jeune doctorante, Julie Daigle, dans la récolte des textes. Julie ne la connaissait pas, ne l'avait pas lue, et l'a découverte avec enthousiasme. Finalement, le recueil compte 18 textes de 1977 à 2000. Certains sont des conférences, revues en chapitres de livres édités au Québec, des articles pour des revues québécoises et d'autres sont des entretiens avec des magazines, en particulier culturels ou littéraires. Il n'est pas improbable que certains textes soient absents, que certains textes québécois soient encore dans ces fardes. Je n'ai pas fait d'enquête. Je me suis contentée de réunir les textes accessibles de Colin sans trop rechercher des traces de ces passages. Il y aurait donc tout un travail à faire à ce niveau-là. Il y en a, par exemple, il y a un dossier de La vie en rose en 82, j'y reviendrai un peu, et également une autre trace, un compte-rendu de France Théoret en 80, autour d'un colloque de littérature Québec-Belgique, qui, me semble-t-il, n'a pas été publié. Ou bien je ne l'ai pas trouvé. Si je ne m'abuse, les premiers passages de Colin au Québec l'ont été en tant que romancière à la fin des années 70, à un moment d'effervescence de la culture nationale, ponctué par l'arrivée au pouvoir du premier gouvernement du Parti québécois en 1976. En 1977 était adoptée la charte de la langue française au Québec, donc ce qu'on appelle la loi 101. Le rêve s'est rapidement brisé en mai 1980 avec la défaite du référendum qui visait l'indépendance du Québec. La question était moins claire que ce que je résume en disant indépendance. Reste que la fin des années 70 était bouillonnante. Vous vous souvenez certainement de Pauline Julien, de Diane Dufresne, de la pièce « Les fées ont soif » de Denise Boucher en 1978. Les poèmes et romans de Madeleine Gagnon, Nicole Brossard, Lucie Bersianic, France Théoret. Donc, on l'a rappelé ce matin, France Théoret qui était cofondatrice des Têtes de Pioche en 1976, donc une revue féministe comme le titre l'indique. Puis en 1979, Spirale, qu'elle a dirigée de 81 à 84. C'est dans cette revue que se noue, Spirale, c'est dans cette revue que se noue un échange avec Suzanne Lamy, qui rappelle les romans de Colin, Le jour fabuleux, Rose qui peut, on en a parlé ce matin, et qui, en tant que critique, est sensible au travail de Colin sur Blanchot. Pour en rester à Blanchot, un philosophe québécois, certains connaissent sans doute, Claude Lévesque, Claude Lévesque, donc, qui est mort en 2012. Il a notamment publié chez Aubier Par-delà le masculin et le féminin. Donc Claude Lévesque a aussi été intéressé par le travail de Colin sur Blanchot, d'autant que lui-même visait à rédiger une étude croisée Blanchot-Bataille, qu'il n'a finalement jamais réalisée. En 1994, dans un livre, Le proche et le lointain, composé d'entretiens, Lévesque en publie un avec Colin. Après réflexion, je ne l'ai pas conservé dans l'anthologie québécoise. C'est surtout lui qui parlait dans l'entretien. Mais j'ai toutefois sauvé dans ma préface la citation de Colin qui la clôt, et je la cite. Donc la conclusion de cet entretien, elle dit «
La seule communauté possible, c'est celle qui n'a pas d'unité, celle dans laquelle l'hétérogénéité et l'illimité sont constamment présents, autrement dit, qui ne peut pas faire cercle avec elle-même. Il m'apparaît que cette citation est plutôt d'actualité dans notre Québec présent. Je pense que l'anthropologie québécoise présente 2 textes fondateurs de Colin, sans doute 3. Ce sont des textes qui se situent de 1984 à 1986. J'appelle des textes fondateurs de la Colin de l'après-aventure des cahiers du Griffe belge, qui l'a à jamais marqué, et nous aussi. Aventure dont elle a toujours gardé la nostalgie. Ces textes fondateurs des années 84-86 de l'anthologie québécoise sont ceux, me semble-t-il, ceux d'une immigrée belge à Paris qui semait au Québec. Je parlerai d'abord du 3e. C'est le fameux, on l'a cité à plusieurs reprises, Un héritage sans testament. Il a été publié dans le numéro 34 des cahiers, intitulé « Les jeunes, la transmission ». Ce texte est une nouvelle version à la 2e université du Griffe organisée à Grivnier près de Liège à la fin d'août 86. C'est la 2e version d'une première version d'un texte présenté en octobre 85 à Montréal, intitulé « Les filles et le phénomène de la génération ». C'était une conférence internationale sur la situation des filles organisée par la Fondation Marie-Vincent, qui se consacre aux enfants de moins de 12 ans en difficulté socio-affective. Depuis lors, cette fondation se préoccupe surtout des enfants victimes d'agressions sexuelles. Le texte de la conférence de Montréal n'a pas été retenu, faute de place dans l'anthologie. Mais il constitue réellement la trame centrale d'un héritage sans testament qui la développe. Et il me plaît à ce niveau-là de souligner que Colin se déplaçait au Québec au-delà des rencontres d'écrivains reconnus et des colloques universitaires. Le colloque où elle a présenté ce texte n'était pas un grand colloque. Ce texte est marqué par son souci à l'égard de la transmission. Et donc j'ai retenu pour la 4e de couverture une phrase qu'elle formule dans ce texte et qu'elle reprend dans d'autres textes. La phrase célèbre « La filiation est un art de tenir le fil et de casser le fil », en particulier, même si pas seulement en matière de féminisme. L'anthologie québécoise contient aussi la préface de Colin, La crise du moderne, au premier livre de Diane Lamoureux, Fragments et collages, essai sur le féminisme québécois des années 70, qui est sorti en 86. Préface assez courte, mais intense et lumineuse. Elle y formule une hypothèse relativement innovante au milieu des années 80, selon laquelle le féminisme se situe au croisement du moderne et du postmoderne, qu'il est à la fois moderne et postmoderne. C'est dans cette préface qu'elle écrit, je cite, « L'oppression des femmes a ceci de particulier qu'elle atteint chaque femme de façon singulière, jusque dans son intimité, et que c'est à travers chaque femme, par chaque femme, comptable devant elle seule, qu'elle doit être collectivement combattue. » En 2009, une jeune étudiante en maîtrise de sciences politiques, Anne Thériault, publie un article « Féminisme et nationalisme dans le Québec contemporain entre modernité et postmodernité » qui se réfère explicitement à la préface de Colin dans le livre de Lamoureux de 1986 et en fait le pivot de la divergence entre l'évolution du nationalisme et celle du féminisme. Anne Thériault se réfère également à un recueil d'articles dirigé toujours par Diane Lamoureux et Chantal Maillet et Micheline de Sèvres en 1999, qui s'intitulait « Malaise identitaire, échange féministe autour d'un Québec incertain ».
La problématique de l'entrecroisement du moderne et du postmoderne sera développée par Colin dans de nombreuses publications au Québec et ailleurs. Elle l'a fermement développée dans le texte publié par les Cahiers du Gédiste. Donc je remercie vivement Daniel Sénotier de m'avoir autorisé à le publier dans l'anthologie. Je souhaitais qu'il soit présent à la suite de la préface au livre de Diane Lamoureux, à laquelle Colin fait explicitement référence. C'est un article philosophique fort dans lequel elle expose la généalogie de la déconstruction qui a intéressé des féministes américaines et dans lequel elle reconnaît l'intérêt du travail de Derrida. Ce qui me frappe dans cette problématique, c'est la capacité de Colin à dénicher ce qu'apporte la pensée philosophique au questionnement à creuser de l'intérieur quant au féminisme, tout en se basant sur une posture politique. Son appel vers le postmoderne constitue aussi une recherche de sortie par le haut de la querelle entre l'universalisme et l'essentialisme ou le différentialisme qui a empoisonné pendant des années le féminisme français. Chacune a en mémoire son article « Différence des sexes, théorie de là » dans le dictionnaire critique du féminisme. Au risque de vous déplaire, je suis intimement persuadée que son pragmatisme à la belge, puisé dans son aventure des Cahiers du Griffe de 1973 à 1978, l'a vacciné à jamais contre les chicanes parisiennes. Chicanes parisiennes qui avaient alors des échos au Québec dans les années 80, mais largement atténuées par l'influence des féministes états-uniennes diverses. Ce n'est malheureusement peut-être plus le cas maintenant, j'y reviendrai plus tardivement. L'autre texte fondateur, qui est le premier selon la chronologie, c'est La condition natale, qui a été présenté en novembre 1984 au 8e colloque interdisciplinaire de la Société de philosophie du Québec, organisé par Louise Marcille Lacoste, professeure à l'Université de Montréal, et intitulé « Égalité et différence des sexes ». C'est bien sûr par excellence un titre arendtien, La condition natale, avant le numéro des Cahiers du Griffe consacré à Hannah Arendt et, si je ne m'abuse, avant tout texte que Colin publie sur la philosophe. Elle la consacre par son livre, mais son texte illustre aussi son cheminement à partir de Blanchot toujours et également de Lévinas. Et il s'achève sur 2 longues citations du livre de Jean-François Lyotard, Le différent, qui est sorti cette année-là, en 1984. Respectueuse du thème du colloque « Égalité et différence des sexes », Colin discute l'importance de l'égalité dans la réflexion et la pratique féministe. Elle n'est pas éloignée de voir, dans l'emphase sur l'égalité, le basculement qui vient de se produire du féminisme insurrectionnel des années 70 au féminisme institutionnel qui se dessine dans les années 80. Pour le dire simplement, de la liberté à l'égalité. Et donc je ne partageais pas exactement l'analyse de Geneviève Fraisse hier matin. Par ailleurs, la notion de différent fera l'objet de l'apparition du différent des sexes en 1999 et elle alimente le fabuleux article du tome 5 d'Histoire des femmes, Différence et différent en 1992. La référence à Arendt sera constante dans la suite des textes de l'anthologie. 2 y sont explicitement consacrés, textes qu'elle a présentés lors de 2 colloques que j'avais co-organisés, l'un en 1987 à Montréal et l'autre en 1995 à Ottawa. Le dernier, en 1995, le texte de Colin s'intitule « Citoyenneté et appartenance, post-totalitarisme, post-démocratie ». Il s'inscrit dans la problématique de ce colloque qui était « Citoyenneté, nation, institution », qui a eu lieu moins de 2 semaines avant le référendum de 1995
sur la souveraineté du Québec, le deuxième, qui a été perdu de très peu. Les propos critiques de Colin à l'égard de l'État-nation et de la démocratie représentative ont fait grincer des dents à plusieurs collègues québécois, y compris mes co-organisateurs. Heureusement pour elle et pour moi, Colin était en compagnie de Jacques Rancière, qui, dans sa conférence « Le dissensus citoyen », synthétisait la mésentente qui venait de sortir. Ils ne s'étaient pas vraiment rencontrés à Paris. C'est parfois pas pire, le provincialisme. Reste que la publication du numéro de Carrefour, revue de la Société de philosophie de l'Outaouais, que j'ai dirigée, n'a eu aucun écho en 1997. Je ne désespère pourtant pas qu'après le printemps érable de 2012 et la défaite historique du PQ le 7 avril 2014, il soit découvert prochainement grâce à l'anthologie. Son texte « Événements et quotidienneté » a été présenté dans un colloque intitulé « La radicalité du quotidien, communauté et informatique » en 1987. Dans son programme de lecture préparatoire, son comité organisateur avait notamment travaillé la communauté inavouable de Blanchot et la communauté des œuvrés de Nancy. Rétrospectivement, je m'interroge sur son silence à elle sur ces deux livres. Elle a choisi de creuser la quotidienneté avec Arendt et plutôt contre elle. Elle conclut, je cite, « La lecture de l'œuvre arendtienne a beau en balayer les coins, elle n'y trouve pas de quoi alimenter une philosophie du quotidien. » Avec sa causticité bien connue, elle s'interroge, est-ce dans l'enseignement de Heidegger ou dans le rapport jamais explicité à sa condition de femme qu'elle prit définitivement en grippe tout ce qui, de près ou de loin, renvoie au quotidien perçu comme un règne du on. Dans son article suivant, donc un autre article, Histoire et mémoire, où la marque et la trace, et donc là où on voit comment elle a joué sur plusieurs textes où il y avait cette référence, ce jeu, la marque et la trace. Donc, donc Histoire et mémoire, où la marque et la trace, dans le numéro de recherche féministe, donc revue de l'Université Laval, numéro intitulé Temps et mémoire, dirigé par Micheline Lumont, professeur d'histoire à l'Université Sherbrooke, et Nadia Fahmy, qui était prof à l'UQAM. Donc, ce numéro en 1993 s'inscrit donc dans la foulée des 5 tomes de Histoire des femmes. Et dans ce texte, Colin illustre avec nuance l'influence d'Arendt sur sa réflexion. Elle remarque que toute la pensée d'Arendt retentit d'une célébration du nouveau dont le sens est pour le moins complexe. Mais le temps retrouvé ne va pas sans le temps perdu, écrit-elle. Et elle précise, je cite, le monde que le féminisme veut contribuer à élaborer ne peut sans danger être identifié à ce qui se maîtrise, fût-ce décliné au féminin. Comme s'il ne méritait le nom de femme et d'être humain que celle qui gagne, agit, produit, transforme. Comme si le temps n'était pas aussi la dispersion. Et la phrase finale du texte est empruntée à Nietzsche. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. L'anthologie contient aussi Il n'y a pas de cogito femme, donc présenté à l'Université de Montréal en avril 1982 lors d'un colloque organisé par Nicole Brossard et Marissa Savolini, sous le thème « L'émergence d'une culture au féminin » qui ne sera publié qu'en 1987. Elle devait y tenir ce texte puisqu'elle l'a reproduit dans « Je partirai d'un mot », le chant symbolique qu'a édité Carmen Boustany et qui livre d'ailleurs dédié à Jacqueline Aubenas, sa grande complice. En effet, elle partageait l'amour du cinéma belge et du cinéma des frères Dardenne.
Le titre du texte, Il n'y a pas de cogito femme, est catégorique. Et le texte respire d'un certain scepticisme quant à l'émergence d'une culture au féminin. On l'a répété depuis hier matin. Ce livre a donné lieu à plusieurs recensions et notamment à un dossier dans la revue La Vie en Rose, donc, qui était un magazine féministe qui était relativement bien lu et diffusé au Québec et à Montréal à ce moment-là. Et donc La Vie en Rose avait présenté un dossier sur le colloque qui était intitulé « Les faux plis de la culture », qui s'inspire d'ailleurs d'une considération attribuée à Colin par Françoise Guénette, qui était une des rédactrices de La Vie en Rose. Et donc là, je cite Françoise Guénette reprenant Colin. Nous devons assumer l'héritage culturel mâle, dit universel, mais en le détournant au moyen de notre troisième œil. Ne pas brûler tous les littérateurs, tous les philosophes, mais en faire une relecture, une double lecture. Bref, faire un pli dans la culture. Une culture au féminin serait ce pli sexué dedans la culture globale et non pas défini seulement en opposition au caractère de la culture masculine. Cette culture est riche parce que non encore définie. Dans ce dossier, on est en 82, rappelons-le, les commentatrices regrettent le langage universitaire et le lieu enfermant d'un amphithéâtre où les conférencières parlent sur un estrade. Thérèse de Mauchel considère, je cite, « Un colloque sur l'émergence d'une culture au féminin, c'est une contradiction dans les termes. Qui plus est quand ce colloque est payant, ce qui était rarement le cas à Montréal, mais en tout cas, il y avait des traces. » 3 ans après la parution du livre, en 90, Colin donne une entrevue à Fulvio Caccia, un des responsables de Vice Versa, un magazine transculturel à Montréal, qui l'interroge précisément sur sa référence à la transculturalité à propos des rapports de sexe. Donc, dans le texte, il n'y a pas de cogito femme. De sa réponse détaillée, qui ne se limite pas aux rapports de sexe, je retiendrai des nuances qui résonnent au Québec, qui tend à se définir assez difficilement ces dernières années et encore plus ces derniers mois, Québec qui essaye de se définir transculturel à l'encontre du multiculturalisme canadien qui brime son identité. D'abord, dit-elle, transculturalité ne veut pas dire homogénéisation. Culture unique, mais plutôt mise en rapport, porosité, échange, translation ou traduction permanente de l'un à l'autre. Toutefois, ajoute-t-elle, si le terme de transculturalité permet d'indiquer tout à la fois la réalité des enracinements, leur complexité et leur glissement, aucune frontière n'est étanche, et cependant, il y a des frontières. Mais, et elle insiste, ce que le terme de transculturalité, comme celui de différence d'ailleurs, risquerait d'occulter, c'est que les glissements, les passages s'opèrent à partir de positions dissymétriques, régies par des rapports de pouvoir. La rencontre de la culture du colonisé et du colonisateur, des hommes et des femmes, etc., n'a pas le même sens et ne s'opère pas de la même manière pour l'un et l'autre. Le trans se vit différemment pour les majorisés et les minorisés. Et elle conclut, après avoir fait référence alors au problème en France, elle dit « Une véritable transculturalité n'est pas l'adoption par la minorité des modèles dominants, mais un système d'échange réciproque dans une position d'interlocuteurs égaux. » Dans cette entrevue de Vice Versa en 90, Fulvio Caccia
ne peut manquer d'interroger Collin à propos de la tuerie de Polytechnique à Montréal le 6 décembre 1989. Je suppose que je ne dois pas rappeler qu'il y a eu une tuerie. Donc 14 étudiantes ont été tuées par un jeune homme à l'école Polytechnique à Montréal. Et elles ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. Donc, à ce propos-là, Kakshia l'interroge en insistant, dans l'interrogation de Kakshia, il la questionne sur l'interprétation à accorder à ce qu'il appelle au rôle du tiers et notamment du père dans l'accès au symbolique. L'entretien est intitulé « Imaginaire, féminisme et psychanalyse ». Avec beaucoup de précaution, Collin dit oser espérer que ce carnage n'est pas le signe qu'un dialogue d'égal à égal est impossible. Mais ajoute-t-elle, je suppose que ce qui s'est affirmé là, de manière brutale, traduit un malaise qu'éprouvent beaucoup d'hommes de manière larvée. Ils ont aujourd'hui un immense travail à faire sur eux-mêmes pour accepter le changement qui se produit dans le rapport intersexuel. Elle relativise la centralité de l'incarnation du père en tant que tiers. Elle dit « L'implication sociale d'une femme peut être ce tiers, apprenant à l'enfant que sa mère ne lui appartient pas. Ce que l'enfant a éprouvé aujourd'hui peut-être, c'est qu'elle n'appartient pas non plus au père. Là est la nouveauté. Là est peut-être la blessure là est peut-être la blessure du fils. Sa mère ne lui appartient pas, même par père interposé. » Concluant sur la question qu'elle formule elle-même, la virilité est-elle par essence violente? Elle répond « Je choisis la réponse négative à cette question comme hypothèse de travail. » Oui, bientôt. Sans transition et avant de terminer, je voudrais quand même insister sur un texte qui apparaît dans l'anthologie, et ce titre qui s'intitule « Les langues sexuées de l'éthique ». Et c'est un texte qui a été publié dans Éthica en 1994, une revue publiée à l'Université du Québec à Rimouski, une petite université loin de Montréal et même de Québec. Donc, ce qui implique qu'elle avait noué des liens avec ce qu'on appelle le Québec profond. Dans ce texte, Collin aborde avec force un des travers du féminisme qui tend trop souvent à préférer les femmes libérées aux femmes libres. Comme elle l'a fait dans plusieurs textes, dont la préface du livre de Diane Lamoureux, elle insiste sur la singularité de chacune, de chacun. Je cite, « Si on pense en termes éthiques, il s'agit pour chaque femme et pour chaque être humain, en rapport avec les autres, de prendre en charge cette unique existence qui est la sienne, ici et maintenant, dans un temps et dans un lieu déterminés qui n'ont pas été choisis. » Elle revient, et donc ça fait écho à l'intervention d'Elsa Dorlin hier, elle revient sur le poids du privé et politique. Et elle dit « S'il est vrai que l'organisation des rapports privés est tributaire d'une structure politique de domination, dans la forme de la famille dite patriarcale ou dans le dispositif des rapports intersexués, la lutte de libération consiste précisément à rendre le privé à lui-même, à rendre les liens entre individus singuliers à leur libre négociation, non à les régir par une autre loi qui sera supposée être la bonne foi et sera supposée être la bonne une fois pour toutes et pour tous. Elle met en garde une autre fois contre le risque que le féminisme en vienne à se substituer à la parole et aux exigences multiples des femmes, décrétant implicitement une norme à la lumière de laquelle peuvent être distinguées les vraies femmes. Pour terminer,
Je m'arrêterai à une phrase dans un entretien avec Gila Benestis-Roca, qui est rédactrice en chef du magazine La Parole Métèque, publié à l'été 88. Donc l'entrevue s'intitule « Le féminisme, une démarche politique ». Cet entretien a eu lieu à la suite du colloque sur la radicalité du quotidien en septembre 87. Et donc Colin l'a réédité également, je partirai d'un mot, sous le titre « L'écriture entre privé et politique ». C'est à propos de ce texte que je faisais une petite intervention hier. Gila lui donne la question en direct « Que pensez-vous du féminisme québécois ?» Et donc je voudrais vous informer de l'état du féminisme québécois. On est en 87. Colin répond « Nous sommes toujours éblouis par la situation au Québec. Ici, le féminisme est en acte. Il s'inscrit dans la vie quotidienne, dans les médias, dans le politique, dans l'université, et il est reconnu par la société tout entière comme une donnée incontournable. Il y a un constant passage des forces subversives à l'institution qui les relaie. La société québécoise me semble beaucoup moins sexiste que la société française ou bon nombre de sociétés européennes. Je pense que le Québec a intégré le féminisme dans sa révolution nationale récente. Pays jeune, il est né et s'est constitué avec les femmes. Elles y ont place, même si cette place est encore minoritaire. Et elle achève, en France, le mouvement des femmes s'est greffé sur une société qui avait sa révolution derrière elle. Le pays de la proclamation des droits de l'homme a quelque peine à reconnaître que ceux-ci ignorent les droits des femmes. Elle n'a certainement pas dit ça pour être gentille. Ce n'était pas son genre, vraiment. Mais cette observation date de 1987, donc il y a plus de 25 ans. Entre-temps, je l'ai évoqué, il y a eu Polytechnique et également les rapports entre le féminisme et le nationalisme québécois sont nettement moins harmonieux. Dès 1999, je l'ai rappelé, Diane et d'autres avaient publié Malaise identitaire, échange féministe autour d'un Québec incertain, qui tirait un bilan de la décennie 90. Il n'était pas triomphant, c'est un euphémisme. Et la situation ne s'est guère améliorée, c'est toujours un euphémisme, même si le gouvernement du Québec a été dirigé par une première ministre péquiste ces 18 derniers mois. Je me garderai de proposer ici un autre bilan. Je me contenterai d'adhérer à la 4e de couverture de l'anthologie québécoise, que je n'ai pas rédigée moi-même. Et donc ce dernier paragraphe se lit comme ça, qu'elle y parle de transmission, de culture commune, de crise du moderne, de politique ou encore d'écriture. On croirait qu'elle s'intéresse aux féministes d'aujourd'hui. En ces temps houleux, devant l'urgence d'appréhender les enjeux qui nous unissent et nous divisent, relire Colin est impératif. Et donc je vais en rester là parce que ma directrice m'a fait des gros zooms. Mais je pourrais, si vous avez des questions à me poser à propos du climat houleux, je pourrais répondre. Merci beaucoup. Merci Marie.